Bonjour Chétan. Bonjour Sharif. Donc, toi qui animes beaucoup de stages de Tantra, est-ce que tu peux nous donner tout de même ta vision de l'actualité d'aujourd'hui? D'accord Sharif. Et en fait, je m'intéresse beaucoup à l'actualité. Et une chose qui me frappe, c'est la question même de l'information. On vit dans une société où il y a une abondance, et même une surabondance d'informations. Et je trouve que ça pose un problème qui n'est que rarement abordé. Actuellement, on parle beaucoup de la question des fake news, des fausses nouvelles, et ça existe. Mais pour moi, le vrai questionnement que j'aimerais avoir et partager, c'est celui même de cette abondance d'informations et de sa pertinence. Je voudrais faire un petit rappel historique. Pendant longtemps, les personnes des peuplades, des temps préhistoriques, savaient ce qui se passait dans leur clan essentiellement, parfois le clan voisin immédiat, ou la tribu un peu plus lointaine, à quelques kilomètres de là. Et puis ensuite, dans les temps médiévaux, on savait un peu ce qui se passait dans les villages alentours, peut-être dans la grande ville à 1 heure de cheval. Et dans ces relations restreintes et ce mode plus restreint d'information, on avait le noir et le blanc, les naissances et les morts, on pourrait dire le positif et le négatif, qui s'équilibraient. Et on sait que la vie est faite des deux. Il y a des douleurs, il y a des plaisirs, il y a des bonheurs, il y a du malheur. Et les choses s'équilibrent. Et ce qui s'est passé avec le développement des moyens modernes de communication, qui n'arrêtent pas de s'accélérer, c'est que maintenant, le champ de l'information s'est étendu à toute la planète et qu'on est informé de façon quasi immédiate de toutes les nouvelles, essentiellement négatives, non seulement du pays et du continent, mais même du monde. Et ça provoque, à mon sens, un très très grave déséquilibre. On est au courant de tout ce qui se passe mal sur la planète. Alors c'est plus seulement le village ou la ville voisine, c'est le pays, c'est l'Europe pour nous en France, mais c'est la planète entière. Et on ne connaît qu'une infime partie de ce qui est positif, de ce qui est beau, de ce qui apporte quelque chose à la vie. Et ça crée un climat d'angoisse, ça crée un climat de négativité. Et c'est quelque chose, je pense, sur lequel il est vraiment bon de s'interroger et auquel il serait aussi, pour moi, essentiel d'apporter des réponses personnelles avant tout, déjà, et peut-être collectives. J'ai envie de donner un exemple concret. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de négativité, beaucoup de jugement, etc., par rapport à ce qu'on appelle le terrorisme, en France et plus largement en Europe et dans le monde. Et c'est souvent rapporté à la religion musulmane, puisque beaucoup de ces terroristes se réclament de cette religion. Et je voudrais remettre ça dans le contexte. Parce que cette information en général est présentée hors contexte et ces attentats peuvent créer beaucoup de victimes, beaucoup de malheurs et concerner aussi beaucoup de musulmans. Il y a eu ce phénomène incroyable ces dernières années de la création de cet État islamique qui s'est emparé d'une bonne partie de la Syrie, presque la moitié de la Syrie et un tiers de l'Irak, et qui a fondé un califat. Il y a eu des réactions, il y a eu une guerre contre ce califat, qui s'est réduit maintenant, qui a pratiquement disparu. Mais à son apogée, donc, ça représentait quelque chose de considérable, presque un vrai pays, en fait. Et les dirigeants de ce califat se sont présentés comme les dirigeants du monde islamique, bien que ce soit combattu par d'autres autorités islamiques, mais ils se sont présentés comme tels. Et ils ont donné l'ordre aux disciples de cette religion, à un moment donné, en représailles aux opérations menées par la France et d'autres pays donc, contre ce califat, ils ont demandé de tuer, sans discrimination, des gens en France et dans les autres pays. C'est un ordre qui a été envoyé aux fidèles. Alors on peut se dire, dans une religion qui est assez suivie, un ordre donné par les dirigeants de ce type, il pourrait être suivi par quel pourcentage de la population ? Est-ce que la moitié, c'est bien sûr beaucoup trop, mais est-ce qu'un dixième, par exemple, c'est envisageable? On peut se dire peut-être oui, peut-être qu'il y a un dixième des personnes qui commettraient des actes de ce genre. En France, il y a environ 5 millions de musulmans. S'il y avait un dixième, ça ferait 500 000 personnes. Et le pays serait complètement à feu et à sang, ce qui n'est bien sûr pas le cas. On peut se dire un dixième, c'est beaucoup, c'est vrai. Peut-être qu'il y aurait un dixième de un dixième, un centième. Ça paraît très peu, et ça devrait être atteint assez facilement. Ça ferait en France 50 000 personnes, et là aussi le pays serait à feu et à sang.
Alors c'est pas un dixième, c'est pas un centième, c'est pas un millième, c'est pas un 10 millième, c'est environ à la louche un 100 millième, une personne sur 100 000 musulmanes en France qui ont répondu à cet appel. Au cours des dernières années, 3-4 dernières années, et environ une cinquantaine de personnes, peut-être même moins, entre 30 et 50 personnes, qui ont commis des attentats en France. Une personne sur 100 000 dans le monde musulman. Une ville comme Aix-en-Provence, pour visualiser, environ 100 000 personnes, il y a une seule personne qui a commis un attentat. Si on a ce contexte-là, tout reprend une valeur différente. Ça ne concerne pas les musulmans, ça concerne, pas une infime minorité, mais une microscopique minorité de gens essentiellement malades mentaux qui ont pris dans cet appel au meurtre une façon de pouvoir exprimer leur violence et leur folie, en fait, meurtrière. Donc, simplement, dans cet exemple précis, en prenant les chiffres, on remet complètement un regard différent sur une même réalité, qui paraît beaucoup moins angoissante, qui paraît plus du tout, ou presque plus avoir un rapport avec les musulmans en France, par exemple, et dans le monde. Et ce qui se passe au niveau de l'information, c'est qu'on nous tient au courant, si on suit un peu les journaux télévisés, ou les infos par Internet, ou les journaux, non seulement des attentats en France, mais tous les pays voisins. Donc, si c'est pas en France, c'est en Angleterre, c'est en Allemagne, etc. Et on a l'impression qu'il se passe plein de choses, plein de violences, alors qu'en fait, il y en a très peu. J'ai lu il y a quelque temps un article sur un livre qu'a fait paraître un sociologue américain qui a étudié très en détail les courbes, les statistiques des violences physiques, des homicides dans le monde, dans l'histoire connue de ces derniers siècles. Et c'est stupéfiant de regarder ces courbes parce qu'elles ont été très importantes dans les derniers siècles, très importantes au XXe siècle, en particulier pendant la Seconde et même la Première Guerre mondiale, et même après, avec toutes les guerres qu'il y a eu en Corée, au Vietnam ou ailleurs. Et actuellement, cette courbe est infime. La vérité statistique, c'est que dans l'histoire connue de l'humanité, on n'a jamais vécu une période avec aussi peu de violence et aussi peu de morts par homicide ou par guerre. Waouh! Si on a ces faits en tête, toutes ces informations qu'on reçoit et qui peuvent paraître inquiétantes, qui montrent un mode de violence, tout ça s'est remis à plat. Et on voit une vérité très différente qu'on vit dans un monde qui a été plus en paix que jamais dans l'histoire connue de l'humanité. Un journaliste posait à ce scientifique américain, ce sociologue, une question, il disait « Mais vous êtes un optimiste ?» Il dit « Non, je suis un scientifique. Ce sont des faits. Ce sont des faits que le matraquage au quotidien de l'information, qui joue sur l'émotion. Nous sommes des êtres d'émotion aussi, et c'est important et c'est précieux. Mais le fait de jouer avec des images, avec des choses très percutantes sur notre émotionnel dans ces données d'information quotidienne, influe sur notre ressenti, influe sur notre vision du monde, influe même sur notre système sans doute glandulaire, sur notre santé. Donc, encore et encore, revenir au contexte, revenir aux statistiques. Pas pour se déshumaniser, mais pour avoir une vision plus large et plus équilibrée des choses, me paraît essentiel. Et les approches comme la méditation et le tantra peuvent aider puissamment dans ce processus de distanciation et d'équilibrage. La méditation parce qu'elle nous permet, elle nous enseigne à prendre de la distance par rapport à notre mental, donc y compris les informations qui nous parviennent, voir cela avec une vue d'aigle, avec une centration qui permet à cette décantation de se faire aisément. Et le tantra aussi parce qu'il nous permet d'être plus présent dans notre sensorialité. C'est même plus que la sensualité, c'est être présent dans nos sens, à l'éveil des sens, à ce que je touche, à ce que je hume, je ressens avec mon nez, à ce que je vois, mais aussi tous les autres sens, à ce que j'entends et à ce que je goûte. Et comme on dit dans le dicton populaire, revenir à ces sens, revenir à cette conscience que nous apporte cette présence à chacun des sens, nous permet d'être ici et maintenant, dans ce qui est réel, dans ce qui est là, présent dans l'instant. Et juste avec cette pratique-là,
il y a aussi un équilibrage qui se fait. Il y a ces informations, ce qui concerne le monde, le vaste monde, et puis il y a ce monde qui est là, mon monde immédiat, le monde qui m'entoure, ces fleurs, cette nature qui est là, mon corps qui est là. Et quelque part, il y a, je pense, plus d'harmonie qui peut être présente en soi et avec l'environnement. Merci beaucoup, Chetan.